Voilà, bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, donc qui concerne en fait tout ce qui est la gestion de production et tout ce qui peut concerner aussi les managers de terrain, de proximité, en fait toutes les personnes qui ont affaire avec la gestion de production. Ici, on s'occupe de management et donc plus particulièrement de sociologie des organisations. Et dans ce cadre-là, donc je vous propose deux vidéos sur le lean management. Alors l'objet de cette vidéo n'est pas de décrire en détail ici comment le lean opère, mais plutôt comment le manager doit découvrir ou prendre en compte le lean, d'une manière, disons, très générale. Ça va. Et donc on va partir sur les bases du lean, le pourquoi de cette existence du lean. Donc ici, ça s'adresse à des managers qui ont une application quand même sur la partie, disons, stratégique de l'entreprise, ou tout du moins qui sont concernés par la stratégie de l'entreprise. Ça n'enlève rien aux personnes qui sont en direct avec le terrain, bien entendu. Alors, en introduction, on va reprendre les bases, si vous voulez, de ce qu'est une entreprise. Une entreprise, c'est d'abord une idée. Donc c'est une idée, c'est-à-dire que on va proposer une solution à une problématique de consommation, par exemple, mais que ce soit en B2B ou en B2C. Donc si c'est en B2C, donc je ne sais pas, ça peut être comment on fait pour dégraisser ses cheveux. Donc là, on va construire un shampoing avec une idée de shampoing, avec un produit, etc. etc. Si c'est en B2C, ben, ça va être par exemple comment on fait pour creuser une tranchée d'un mètre de profondeur sur 1 kilomètre. Et donc là, on va mettre au point une grue spéciale, etc. Donc à chaque fois, ça va être la construction d'une idée qui va faire que l'entreprise existe en fait. Et une idée, disons même particulière, puisque en fait, il y a un phénomène de concurrence qui joue. Mais bon, nous, on va s'arrêter déjà à l'idée, ce qui est déjà très bien. Donc ensuite, pour pouvoir fonctionner, une entreprise a besoin de ressources financières. Donc ces ressources doivent être disponibles le plus possible. Simplement pour réagir à de nouvelles idées et deux, pour entretenir en fait ce qui existe. Et donc cet argent là, donc cette ressource financière, sera transformée dans du matériel, donc des moyens qui vont nous permettre de transformer cette idée en quelque chose de concret. Et enfin, donc, satisfaire le client. Donc le schéma ici est très, comment dire, dépouillé. Cependant, c'est les notions principales qui nous intéressent. Ça va. Donc ici, c'est de bien comprendre ce système-là. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'une partie de cet argent qui est récolté par les clients retourne aux idées. Donc c'est un circuit continu. Et donc, comme je l'avais indiqué dans la vidéo précédente qui concernait donc TPS, Toyota Production System, l'indicateur primordial chez Toyota, par exemple, est le nombre d'idées produites par salarié. C'est-à-dire que les idées ne s'arrêtent pas simplement aux produits, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, mais aussi à tout ce qui va se faire dans l'entreprise. Donc, comment on gère l'argent, comment on gère les salariés, comment on gère les moyens de transformation, etc., etc. Donc tout ça, en fait, n'est qu'une source d'idées constante. Et ça, pour le Lean, comme pour le Toyota Production System, c'est exactement le même principe. Si vous ne réinvestissez pas dans les idées, en fait, votre entreprise est vouée à l'échec. C'est-à-dire qu'elle ne présentera plus d'intérêt dans la durée. Donc on ne peut pas assurer la pérennité, disons, financière de l'entreprise. Et donc, comme je le disais, ces idées vont se retrouver partout. Donc ici, j'ai fait un petit bonhomme là, qui représente en fait aussi bien les cadres que les salariés de base. Donc là, ça concerne absolument tout le monde. Alors, quelquefois, le Lean remet en cause un peu le système managérial complet de l'entreprise, donc même le système hiérarchique. C'est-à-dire que il va y avoir des interactions hiérarchiques très importantes entre le haut et le bas, si je puis dire. Et donc ça, c'est, disons, primordial dans le Lean. Avant même de commencer le Lean, si on n'a pas conscience de ça, je dirais presque que le Lean
n'est pas voué à l'échec, hein, mais disons qu'il sera utilisé à 50 ou 60% des capacités réelles de ce que le lean peut produire. Donc voilà pour le circuit économique. Alors maintenant passons à un principe de base. Donc pour gérer en fait ces idées, comment est-ce qu'on fait? Eh bien c'est assez simple. Il suffit d'identifier absolument tous les problèmes qui peuvent survenir dans l'entreprise. Donc si vous n'avez pas de problème dans votre entreprise, c'est que votre entreprise ne fonctionne pas correctement ou qu'elle n'évolue pas. Quand je dis correctement, ça veut dire qu'elle n'évolue plus. Euh, Ici, on est dans une spécificité où on considère que l'entreprise est en perpétuel changement. C'est-à-dire qu'elle va s'adapter aux conditions et aux contraintes environnementales, réglementaires, juridiques, salariales, etc., etc. Donc ça change tout le temps et donc forcément vous découvrez chaque fois des nouveaux problèmes. Alors qui ne sont pas forcément des problèmes stratégiques, hein, mais qui peuvent être des petits problèmes qui empoisonnent la vie quotidienne et donc il faudra régler. Donc ça, c'est absolument indispensable. On va catégoriser dans ces problèmes deux aspects, des problèmes qu'on peut qualifier de positifs et des problèmes que l'on peut qualifier de négatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un problème positif? C'est une question qu'on va se poser pour augmenter la croissance de l'entreprise, pour augmenter la productivité, augmenter la qualité. Donc c'est quelque chose dont on n'a pas directement besoin si on n'y réfléchit pas. Donc ça demande une réflexion, ça demande une autocritique. Donc le lean passe par cette autocritique systématique. Les problèmes négatifs, ce sont des choses qui vous empêchent d'obtenir ces objectifs-là. Donc c'est des choses qui fonctionnent, mais qui ne fonctionnent pas correctement, ou qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez. Et à ce moment-là, ça vous pose un problème en quelque sorte. Tandis que dans l'autre cas, ça vous pose un problème, mais qui n'est pas fondamental, c'est-à-dire qu'il n'est pas urgent. On peut théoriquement le programmer, le planifier, si vous voulez. Donc, une fois qu'on aura ces deux catégories de problèmes, il faudra les prioriser. Évidemment, ils n'ont pas tous la même priorité. Donc là, ce sera à vous de déterminer des critères pour savoir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, proposer des solutions également. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, enfin entrevu plus exactement, dans l'aspect du Kaizen. Ça va. Donc ça, c'est vraiment le principe Kaizen qui peut s'appliquer dans le Lean. Alors les conditions, les circonstances et les critères d'évaluation, ça peut être des critères, en fait, des critères de choix. Alors c'est ce qu'on utilise notamment pour décrire des objectifs. Donc c'est une façon de décrire des objectifs, c'est-à-dire on va donner les conditions dans lesquelles on va réaliser un projet. Donc là, on a une solution, bien évidemment, hein, par rapport à un problème. Et donc, on se pose la question de savoir quels sont les moyens dont je devrais disposer pour pouvoir réaliser mon projet, pour obtenir cet objectif. Les circonstances, c'est-à-dire qu'on essaye de prévoir les circonstances, même des imprévus, c'est-à-dire des plans B. C'est-à-dire on va décrire un plan, ce qu'on fait habituellement dans une gestion de projet, mais souvent on oublie de faire un plan B. C'est-à-dire qu'il va se passer, je ne sais pas, une grève, une épidémie, un blocage d'un sous-traitant, un blocage d'un fournisseur, je ne sais pas, des problèmes de paiement, enfin parfois des choses qui vous échappent. Et donc dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on réagit? Quels sont les éléments, quels sont les leviers d'action que je peux avoir pour quand même continuer dans l'avancée de mon projet? Et enfin, comment je sais que j'ai obtenu mon objectif? C'est-à-dire que là, je vais devoir mettre des indicateurs. Donc, en fait, on distingue les deux choses, le critère et l'indicateur. Le critère, c'est véritablement une variable que j'ai définie et qui est mesurable. Et l'indicateur, en fait, c'est la valeur que j'obtiens, c'est-à-dire la valeur que je vais mesurer. Donc, il m'indique, en fait, si je suis bon ou pas bon par rapport à mon critère de base. Voilà en gros comment je fais pour réaliser donc mon projet, c'est-à-dire ma solution à mon problème. Donc, quand je connais, en fait, quand j'ai ces acquis-là, je peux sélectionner mon problème. Je ne peux pas les prendre tous en même temps, hein, je suis obligé de prioriser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, je vais évaluer évidemment le risque. C'est un peu ce que je viens de dire avec les situations, disons, qui peuvent poser des problèmes. Mais néanmoins, dans l'ensemble de mon projet, il faut que je mesure quand même le risque potentiel d'échec. Alors, ce n'est pas
il ne faut pas le voir ça comme une motivation négative, mais plutôt comme justement une prise de conscience des réalités en fait. Voilà. Tout ce que vous allez faire, enfin tout ce que vous allez entreprendre plus exactement, est toujours sujet à des risques potentiels, même si vous maîtrisez le sujet. Ça va. Si vous maîtrisez la conduite de votre voiture, ça n'empêche pas qu'il y a quelqu'un qui va vous tamponner à l'arrière, par exemple. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Et donc, si c'est un gros projet, bah, il sera toujours utile de tester. Donc ça, c'est vraiment comment dirais-je, une opération de base, c'est tester, 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 tester. Tester veut dire non pas entreprendre un projet jusqu'à pratiquement 50%, hein, ça veut dire simplement prendre des éléments petits qui ne demandent pas beaucoup de moyens et dont vous savez que vous pouvez réussir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour, un, éviter d'entreprendre des projets trop importants financièrement, notamment, ou qui vont mobiliser trop de ressources. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est aussi pour motiver les gens. Donc, c'est-à-dire, si vous découpez votre projet en tout petit projet, et puis que vous faites un test avec une petite partie de votre projet, et que vous êtes à peu près sûr, donc vous avez mesuré les risques et vous dites, bah, mon évaluation de risque est de 5% ou 10%, donc 80%, 90% de réussite, ce qui veut dire que à ce moment-là, ben, vous allez réussir votre projet et donc votre équipe, vos collaborateurs ben, vont, entre guillemets, s'enthousiasmer pour le projet en fait et les phases suivantes. C'est-à-dire que c'est un peu comme la présentation d'un film. Hein, on va présenter le film et on va donner les éléments en fait qui vont motiver en fait le fait d'aller au cinéma quoi. Hein, de sortir de sa chaise, de prendre sa voiture ou le bus ou le métro, je sais pas quoi, et puis se rendre au cinéma. Donc alors qu'on serait très bien à regarder devant son écran une vidéo sur TikTok ou je sais pas quoi ou sur YouTube. Donc voilà un peu l'esprit un petit peu de ce test là. Alors, ensuite, donc, ce test, bon, on aura évidemment les critères. Et ensuite, quand vous avez testé, vous pouvez appliquer. Donc, une fois que le test est réalisé et qui est réussi, bien évidemment, il faut que ce soit appliqué, c'est-à-dire qu'il y a une routine qui va s'installer. D'accord. Il ne s'agit pas juste de tester un projet et puis, je vais prendre un exemple, dire, bah tiens, j'ai un projet, on va nettoyer telle partie de l'atelier, par exemple. On nettoie cette partie et puis 3 semaines après, on le retrouve dans le même état qu'il était auparavant. Donc là, ça n'a aucun intérêt à ce moment-là, ça va. Donc il faut aussi voir si ce que vous mettez en place dure dans le temps, si vous avez les moyens pour pouvoir le faire durer dans le temps. Et donc de cette manière, avec cette répétition dont je viens de parler, en fait, vous formez le personnel. Ça va. Et donc si on réussit, bah, on retient évidemment la solution, bah, sinon bah, on l'exclut tout simplement. Ça va. C'est aussi simple que ça. Donc on peut avoir un test positif, une application, disons, difficile. Donc là, on revient au point de départ, hein, c'est-à-dire que là, d'ici, là, ici, on va retourner en fait, on va retourner au début en fait, c'est-à-dire que on va donc ici, donc j'ai fait un retour d'expérience et il se trouve que par exemple ça ne fonctionne pas. Donc ici, si je dis ben, exclure, ici voilà, si je prends ce terme-là, en fait, je vais retourner ici. Ça va. Donc je vais en fait identifier mon problème, regarder ce qui se passe, pourquoi j'ai eu ce problème, et donc je recommence en fait tout ce processus. C'est pour ça que c'est vraiment un principe de base, quoi. Voilà. Et donc, si ça fonctionne, ça devient ce qu'on appelle des bonnes pratiques. Alors, je sais que dans le Lean, vous verrez sans doute, pour ceux qui s'intéressent au Lean, vous verrez dans pas mal de livres, pas mal de bouquins, où ils utilisent le mot standard. Donc moi, je l'exclus complètement. Pourquoi? Parce que le standard devient des normes. Et les normes ont tendance à rester figées. C'est-à-dire qu'une fois que la norme est inscrite, eh bien, pour la modifier, ça prend parfois énormément de temps. Et donc, en fait, vous habituez le personnel à avoir, disons, une procédure à laquelle il s'habitue, et une fois que vous lui demandez de se déshabituer, en fait, ça lui pose un problème. Donc, en fait, vous vous créez des problèmes si vous mettez des standards. Donc, ne mettez pas standard, mettez simplement bonne pratique, c'est-à-dire l'usage. Euh, ne la mettez pas forcément par écrit, sauf si vous avez des intérimaires, des CDD, etc.
qui peuvent les aider, eux, à appliquer ce genre de choses. Il faut que ce soit assimilé, en fait, par le personnel. Ça va? Ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, c'est pour ça, vous formez, vous augmentez, en fait, les compétences du personnel. Il faut que ça devienne automatique chez les personnes. Et là, pour ça, je vous renvoie à ma série de vidéos que j'ai faite sur le 5S, où là, vous comprendrez comment le phénomène psychologique peut jouer sur l'apprentissage en fait des personnes et comment on peut mettre ça en place d'une manière efficace. Voilà pour cette partie, disons, un peu stratégique de l'entreprise. Maintenant, on va entrer dans la partie, disons, un peu plus économique. Tout ce que je vous dis là, ça va se justifier après avec l'application et un peu l'historique du Lean, hein. Alors, la chaîne de valeur, et ici, c'est simplement de distinguer deux choses très très importantes. C'est les valeurs ajoutées et les valeurs non ajoutées. Donc, euh, le processus général d'une entreprise, c'est que vous avez des fournisseurs, vous transformez et vous avez des clients. Et vous renvoyez votre marchandise chez les clients. Donc, ce qu'on appelle le processus principal, c'est le cœur du métier, c'est-à-dire la fameuse solution dont j'ai parlé, que vous proposez à vos clients. Et ça correspond à la valeur ajoutée, c'est-à-dire ce que le client, comment dire, décide d'acheter. C'est-à-dire, lui, il décide d'acheter, quand il achète une voiture, il achète la voiture. Donc ça paraît une lapalissade, mais vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, pour que le processus principal fonctionne, il y a tout ce qu'on appelle les processus support, comptabilité, commerciale, etc., etc. Et ça, c'est de la valeur non ajoutée. C'est-à-dire que le client, lui, ben, si vous lui demandez de payer pour ça, il va dire, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je paye pour une voiture. Je ne vous paye pas pour un service qualité, un service contrôle, un service de gestion de production, etc. Débrouillez-vous. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que j'achète, c'est une voiture. Une voiture qui fonctionne, qui ne consomme pas beaucoup, qui est confortable, etc., etc. Maintenant, où est la difficulté? La difficulté, c'est que le comptable, lui, considère ce que nous, on appelle valeur ajoutée et valeur non ajoutée. Pour lui, ça veut dire que tout ça, c'est de la valeur ajoutée comptable. En fait, la valeur non ajoutée, elle est quand même payée par le client. Hein, quand vous achetez, je ne sais pas, prenons un vêtement par exemple, ben, un vêtement, quand il est acheté par un détaillant commerçant, une boutique en ville par exemple, il va l'acheter, je ne sais pas, à 10 euros, et il va le revendre 50 euros. Alors les gens crient au secours parce que c'est 5 fois le prix. Certes, mais c'est parce que dans le cumul de tout ça, il y a toutes les charges, les charges d'électricité, les taxes, les patentes, la location du local, les salaires des vendeurs, etc., etc. Donc tous ces frais-là sont englobés dedans et ça représente une quantité importante. La preuve, c'est qu'on multiplie de 1 par 5. Et bien sûr, il y a la marge pour le commerçant dedans, bien évidemment. Donc ça, il faut faire très attention de ne pas confondre la valeur ajoutée comptable avec la valeur ajoutée, disons, d'un point de vue lean, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai aussi pour tout ce qui concerne l'amélioration continue. Ce n'est pas valable que pour le lean. Donc ça, c'est une dimension très importante de bien comprendre les deux. Alors, si vous avez affaire à des contrôleurs de gestion, quelquefois, ils ne comprennent pas cette différence. Et on va comprendre pourquoi c'est très important pour nous dans le lean. Alors, la valeur ajoutée d'une manière pratique, et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le processus principal, donc le processus de production en l'occurrence. Donc là, j'ai pris le cas d'une voiture. Bah, si vous achetez la carcasse de la voiture, bah, ça ne va pas vous coûter très cher. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que à l'étape suivante, on va ajouter des éléments, et donc qui représentent une valeur à chaque fois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'étape suivante aura une valeur ajoutée plus importante, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais ajouter des éléments, que ce soit des éléments d'un fournisseur, donc ici des amortisseurs par exemple, voilà, eh bien, je vais augmenter la valeur ajoutée de mon produit. Mais je n'ai toujours rien vendu. D'accord? Ça veut dire que c'est de l'argent immobilisé, ça. C'est un peu ce que j'ai dit dans la première dia. Et enfin, là, on a la valeur du produit. Alors, théoriquement, on fait la valeur du produit plus une marge qu'on va proposer au marché. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est la valeur du marché, d'accord? Et on essaie d'avoir une valeur du produit qui nous permet de dégager une marge. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Mais disons, moi j'ai repris
disons, le terme classique commercial ou de gestion financière, c'est plutôt comme ça qu'on l'interprète. Donc ici, qu'est-ce que je veux mettre en évidence? Je veux mettre en évidence le coût des encours sur les processus de production. Donc plus vous avancez, plus ça coûte cher. Ça veut dire que si vous avez un défaut à la fin de votre processus, donc par exemple ici, voilà, si vous prenez ce processus-là, et que à ce moment-là, j'ai un défaut, ben, j'ai un blocage de tout cet argent-là, en fait. Ça va? Bon, si j'ai un blocage ici, ben, je n'ai que cette partie-là, évidemment, qui est en termes de coût. Donc ça me coûte moins cher. Et donc dans le Lean, j'aurai un processus qui va me détecter le défaut le plus rapidement possible. Voilà. Alors pour ce qui concerne les valeurs non ajoutées, ici, donc en fait c'est la fourniture des éléments qui peuvent venir soit de sous-traitance, donc comme ici les portières par exemple, qui peuvent venir de sous-traitance, ou des fournitures comme les amortisseurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc on va avoir tous les services, achat, transport, stockage, etc., manutention, etc., tout ce qu'on peut retrouver. Donc vous voyez que ici par exemple, hein, on a stockage, manutention qui font partie intégrante de la gestion de production. Donc les autres sont vraiment des processus support pour la gestion de prod, d'accord. Et voilà, je ne vais pas citer tous, hein, mais il y en a quand même plusieurs. Donc en théorie, si vous voulez, ces services-là devraient être supprimés ou avoir une valeur égale, disons, à zéro ou, disons, proche de zéro. Donc ça, ce serait évidemment l'idéal, ce serait la théorie. Donc on essaye de diminuer en fait cette valeur-là. Ça va? Voilà. Alors, maintenant, passons à la présentation du Lean. Donc là, vous avez les bases, en fait, sur lesquelles travailler ou que vous allez travailler avec le Lean. Alors, historiquement, donc le Lean vient de Toyota Production System, comme je l'ai dit, voilà, TPS. Et donc, ça a été. Donc, TPS, ça date des années. Enfin, ça, on n'a pas une date exacte, évidemment, parce que ça s'est fait petit à petit. Donc, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Japonais donc, ont dû reconstruire tout leur pays qui était complètement dévasté. Et donc, les Américains ont financé avec le plan MacArthur. Et MacArthur a fait venir des consultants comme Crosby, Deming surtout. Donc, Deming a eu un impact très important. Mais pas que, il ne faut pas croire que c'est que les Américains qui ont apporté quelque chose. En fait, les Japonais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris au pied de la lettre ce que Deming a dit, ils l'ont testé, ils l'ont mis en pratique, et puis ils l'ont adapté à leur culture, à leur façon de voir. Donc en gros, voilà un peu comment ça s'est passé. Nous, on a eu le premier, disons, coup de semence économique, c'était en 1973, donc une crise mondiale du pétrole. Donc pour vous donner une idée, donc, il y avait des week-ends où les voitures ne pouvaient pas rouler du tout. Après, il y avait des systèmes d'alternance avec les plaques numérologiques, etc. Donc c'était vraiment une crise très importante. Et là, on s'est demandé, mais comment font les Japonais, puisque en fait, ils n'ont pas de ressources, que ce soit de l'acier, que ce soit du pétrole, ils n'ont pas ces ressources-là, ou s'ils en ont, c'est vraiment en quantité infinitésimale. Et donc, ils nous proposent des voitures à moindre coût et d'une qualité plutôt bonne. Puisque déjà, dans les années 70, dans certains pays, alors les pays qui n'étaient pas constructeurs automobiles, comme la Belgique, le Danemark, par exemple, eh bien, ils proposaient des véhicules avec une garantie de 100 000 km, ce qui était à l'époque complètement, comment dire, qui a bouleversé complètement le marché, quoi, d'accord. Donc là, les constructeurs se sont demandé, mais comment est-ce qu'ils font ça, etc. Et donc, suite à ça, il y a eu plein de gens qui sont allés voir ce que les Japonais faisaient. Et donc, on s'est aperçu que ce que faisaient les Japonais, ben, c'était pas transposable dans notre culture occidentale. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... alors, je n'ai plus le nom du second, mais disons que celui qui a vraiment marqué, c'est John Womack, qui, par son bouquin, donc le système qui va changer le monde, a mis en perspective, en fait, un peu tout ce qui peut être transposable, si vous voulez, dans une culture occidentale. Donc nous, une culture occidentale de production, on a une culture industrielle très importante, et notamment marquée par le taylorisme.
Et ça, c'est la grosse difficulté que nous avons, c'est de modifier. Les Japonais n'avaient pas cette culture de taylorisme, ils avaient une culture un peu différente, bon, qu'ils appliquaient quand même, hein. Donc le Fordisme et tout ça, ils connaissaient déjà dans les années 30, ils construisaient déjà des voitures, des avions, etc. etc. Mais disons qu'ils l'appliquaient à leur sauce, on va dire ça comme ça. Et donc, de là est né le projet Lean. Donc, c'est-à-dire transposer ce qu'on avait dans le TPS dans la culture occidentale. Et donc, pour faire ça, eh bien, on a repris certains outils qui existaient et qui fonctionnent dans le Toyota Production System, et en même temps, on en a ajouté. Ça va. Et supprimé, d'ailleurs. Parce qu'il y en avait certains qui étaient, disons, plus compliqués. Donc, on a créé des outils comme la VSM, ça va, donc, qui est en fait la VSM, c'est Value Stream Mapping, c'est la valorisation des flux de production. Donc c'est pour ça que bien connaître les valeurs ajoutées, qu'est-ce que c'est qu'un encours, qu'est-ce que c'est qu'une valeur ajoutée sur un encours, c'est extrêmement important pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc, évidemment, ces systèmes ont eu un bon degré de réussite, ce qui fait que ça s'est diffusé un petit peu partout. Donc le Lean Manufacturing, donc construire, donc est venu du système Toyota. Donc on a ajouté des outils d'amélioration, donc méthode plus en face avec la partie industrielle et commerciale que nous avons nous, et utilisation de techniques plus rationnelles que chez Toyota. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, on a pris des outils Toyota. Alors les Japonais ont plutôt, comment dire, euh, une formulation sous forme de concept. Ce ne sont pas vraiment des méthodes. Il ne faut pas enfin, ils ont les deux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils sont très disciplinés. Donc, si on leur dit de faire 1, 2, 3, 4, 5, ils font 1, 2, 3, 4, 5. Pas de souci. D'accord. Mais quand ils réfléchissent en termes de concept. C'est-à-dire, ils font 1, 2, 3, 4, 5, mais adaptés à la situation. Et pas 1, 2, 3, 4, 5 avec des œillères. Enfin, ce que je vous dis là, c'est à prendre avec des pincettes. Ça dépendra des entreprises, ça dépendra un petit peu des personnes. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. D'un point de vue stratégique, on va prendre ça sous forme de concept, c'est-à-dire que c'est modulable. Il faut que ce soit changeant. Si ça ne l'est pas, comme je l'ai dit au début, votre entreprise ne peut pas assurer sa pérennité. C'est-à-dire qu'il y a plus de changement d'idées dont j'ai parlé tout à l'heure. Ah, si vous commencez à demander aux gens d'avoir des idées, attendez-vous à avoir des idées qui vont avoir une disruption par rapport à ce que vous faites. Donc, il faut être prêt à, comment dirais-je, à introduire, à s'impliquer dans le changement continuel. Hein. Et c'est un peu ça la difficulté. Alors, les méthodes rationnelles ont permis de faire une espèce de pont, si vous voulez, entre ce système de concept et ce système, comment dire, calculé, si vous voulez, maîtrisé. Hein, le taylorisme, en fait, quand on fait une étude de poste, on le fait avec de l'ergonomie, on a toutes sortes de critères, on va évaluer, si je prends le MTS, le MTM par exemple, les modes de calcul de temps, eh bien on peut calculer au centième de seconde, quoi. Enfin, c'est des trucs des fois un peu aberrants, ça va, qui ne tiennent pas compte en fait de la variabilité ou de la dispersion en fait des données par rapport à ce qu'une personne est capable de faire, même si elle est d'une grande dextérité. Donc ça, c'est un petit peu la différence. Donc on calcule moins, si vous voulez, on regarde ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et le Lean reprend un peu cette idée aussi. Alors, pour ce qui est de la gestion du Lean, donc on définit le Lean la plupart du temps par maigre, donc ça veut dire on va dégraisser en fait le système existant et on veut obtenir une gestion efficiente. Hein. Donc ici, moi je vous ai plutôt donné une traduction libre par rapport. Donc pour moi, le lean management, c'est faire une gestion efficiente de toutes les ressources que l'on a à notre disposition. Donc, on a notre fameux processus de transformation dont j'ai parlé au début, avec un flux d'entrée, flux de sortie, pardon. Donc, flux d'entrée, donc tout ce qui est fournisseur, etc. Et flux de sortie, évidemment, les clients ou alors les étapes suivantes. Et vous avez dans le processus de transformation un élément extrêmement important qui est le stock et l'encours. Donc, qui est une valeur non ajoutée, parce que c'est de l'argent qui est bloqué. Je rappelle simplement que le stock est un flux de production à vitesse égale à zéro, c'est-à-dire qu'il ne se déplace plus. Donc s'il ne se déplace plus, ben, à un moment donné, son prix diminue. Son encours coûte de l'argent. Alors, produit, service, matériel, voilà. Et donc, l'objet du Lean, c'est de trouver donc les fameux problèmes dont je vous ai parlé, c'est exactement ça. C'est-à-dire
Où se trouvent les gaspillages? Donc c'est les problèmes, disons, qui peuvent être positifs ou négatifs. Négatifs parce qu'ils m'empêchent d'obtenir une gestion efficiente. Positif si je décide de me remettre en question. Parce qu'un gaspillage, par définition, je ne le vois pas forcément, ou je n'en ai pas conscience. C'est-à-dire que je travaille d'une façon complètement habituelle. Par exemple, je fais des grilles sur papier, hein, des beaux tableaux sur papier, et je note en rouge, en vert, en jaune avec mon crayon, etc., et puis je souligne, etc. Alors que je peux faire ça sur un tableur, par exemple. Ça va. Où là, je fais les sommes, je peux faire des tableaux croisés, je peux faire des schémas, je peux faire tout un tas de trucs. Ça va. À condition que ça serve, évidemment. Hein, attention. Hein. Quelquefois, les innovations peuvent créer également des gaspillages si on ne sait pas s'en servir correctement ou si on n'a pas défini les fonctions qui vont véritablement servir sur le terrain. Ça, c'est un peu le problème de l'informatique. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, les gaspillages, donc je vous avais donné dans les gaspillages une approche classique que vous retrouverez donc de Taishi Ono, que vous trouverez dans le TPS, donc avec la surproduction, surstock, etc., etc. Ici, c'est une autre façon de voir un peu les gaspillages que les Japonais appellent muda. Donc c'est pour ça que j'ai mis gaspillage, muda. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil dans le TPS pour voir un peu ce que c'est, ben vous verrez la partie muda. Donc ici, je vous donne un classement en fait des différents gaspillages qu'on peut trouver. Donc ici, donc c'est un acronyme ici, Ecomania. C'est tiré d'un bouquin, je crois, de Bédry. Donc que je trouvais intéressant. Donc ici en cours, donc, la circulation, donc tout ce qui est transport, etc. Les opérations superflues, donc qu'on peut effectuer, donc qui n'apportent rien, si vous voulez. La mauvaise ergonomie, et donc les attentes, toutes les périodes où on est obligé d'attendre, par exemple une décision, hein, décision d'un responsable, par exemple, pour pouvoir faire quelque chose. Les non-conformités, donc ça c'est la qualité, on va dire. Alors ici, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'en en fait, il y a les idées fausses. Les idées fausses, ce sont les idées préconçues, c'est-à-dire ne pas s'ouvrir à des idées nouvelles. Si on ne les a pas, donc si vous n'avez pas testé une idée, vous ne pouvez pas dire que l'idée est fausse. Vous ne pouvez pas avoir un a priori négatif. C'est-à-dire que si on vous propose une idée, par exemple, et que cette idée a, disons pour vous, quelque chose de complètement une ineptie, en fait, vous devriez la tester. C'est pour ça que je parlais de test dans les premières vidéos, les premiers diaporamas, pardon. Euh, donc, vous la testez pour voir si ça a une opportunité ou pas. Alors évidemment, quand vous testez avec de bonne foi. Hein. Commencez pas à essayer de tester en sachant que, en faisant tout pour que ça se plante, quoi, d'accord? Donc vraiment de bonne foi. Parce que d'une idée qui peut vous paraître complètement saugrenue, vous pouvez en tirer quelque chose de tout à fait opportun. Ça ne veut pas dire, hein, mais bon, il faut le tester. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut dégager de la marge, c'est pour ça qu'il faut diminuer les gaspillages. Si vous diminuez les gaspillages, vous augmentez votre marge. Quand vous augmentez votre marge, vous prenez une partie de cette marge et vous la réinvestissez dans des tests, en fait, où vous allez vous planter. Hein. Vous allez vous planter 80% du temps, quoi. Hein. C'est un peu comme les startups, si vous voulez. C'est un peu l'idée des startups. Hein, une startup, c'est à peu près 80% de déchets, quoi. Hein. Et la plupart n'arrivent pas à terme pour tout un tas de problèmes. Et donc, aussi les avances de production. Donc, les avances de production, c'est-à-dire qu'on va faire des produits dont on n'a pas besoin, dont le client n'en a pas besoin tout de suite. Donc, il est hors stock en produit fini. Alors là, c'est la totale, là, c'est vraiment le gaspillage financier par définition, si je puis dire. Donc ces listes, elle n'est pas unique, elle peut donc différer d'une entreprise à l'autre, suivant ce que vous faites comme produit. Par exemple, certains ajoutent la sous-utilisation des compétences. Donc ça aussi, bon, je ne l'ai pas retrouvé dans celui-là, mais j'ai retrouvé dans une autre taxonomie. Et je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire que vous avez des ressources humaines, et dans les ressources humaines, et ça c'est assez récurrent dans toutes les entreprises, c'est qu'on a des gens qui ont des compétences de soft skills, comme on appelle dans les CV, là, et qu'on ne va pas chercher. Et ça, c'est très dommageable pour l'entreprise, parce que, en fait, entre guillemets, on n'exploite pas ces compétences-là. On ne les utilise pas, si vous préférez.
Alors les encours, donc origine des encours, donc c'est tout ce qui est en fait blocage, hein, c'est ce qu'on a vu dans le petit processus avec la voiture là, hein. Donc la taille des lots notamment, donc différents lots suivant les contraintes de chaque process, ça c'est ce qu'on a dans le taylorisme, hein. Dans le taylorisme, on a une production généralement par lot. D'accord? Donc, il nous impose suivant les temps de changement d'outillage, etc., hein. Donc, ça, je vous renvoie à des outils comme le SMED ou des choses comme ça. Les rythmes de travail différents, c'est-à-dire que là, vous avez des machines, des fois, qui n'ont pas le même rythme. Et donc, justement, un des éléments du Lean, c'est d'avoir une espèce de rythme cohérent entre les différents processus de production pour éviter les encours. La sécurité face aux problèmes. Donc, les encours peuvent servir de stock tampon face aux aléas rencontrés. Donc, c'est un- alors ça c'est intéressant parce que ça peut être aussi un indicateur, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de stock tampons dans la chaîne de production, c'est que a priori, vous avez énormément de problèmes sur cette chaîne. Tout simplement parce que inconsciemment, si vous voulez, les gestionnaires créent du stock pour justement pallier aux aléas. Donc c'est un peu le problème du taylorisme, c'est-à-dire qu'on va faire des calculs sur les temps, etc. Puis on va s'apercevoir que tiens, pour changer l'outil, il faut tant de temps, hein. Donc je vais amortir ce temps d'une phase à une autre avec un stock tampon. Et en fait, ça c'est disons entre guillemets la mauvaise façon. Dans le lean, on ne va pas réfléchir comme ça. On va dire tiens, on a un stock tampon très important, où est le problème? Ça va. Alors, dans la machine avant ou dans la machine après? D'accord. Il faut déjà distinguer les deux. Une fois qu'on a trouvé où se trouvait ce problème, donc l'identification, on essaye de le résoudre. On voit comment on peut le résoudre. Évidemment, ça va demander des moyens, hein, ça c'est clair, hein, on est bien d'accord, hein. Alors, origine des problèmes de circulation, donc les moyens inadaptés, le rythme moyen de transport, de manutention, donc ne sont pas adaptés à la production. Voilà, donc je vous cite un peu les différents éléments. Les moyens limités, pour des raisons financières, souvent on aura, par exemple, on peut avoir un seul chariot élévateur, par exemple, pour un atelier, quand deux seraient nécessaires. Voilà. Alors, organisation, désorganisation, lorsque l'enlèvement dépend d'un autre service, par exemple. Donc, il faut attendre que le service soit disponible pour pouvoir travailler, par exemple. Donc, ça peut se voir aussi avec la maintenance, hein. On a ça aussi. Les origines d'opérations superflues, les moyens inadaptés, donc utilisation de moyens en mauvais état, donc qui sont usés, hein, donc produits, enfin des machines, pardon, qui n'ont pas été, enfin qui ont été amorties depuis belle lurette et puis qu'on continue d'utiliser. Oui, mais elles vont toujours bien, etc. Sauf que bon, bah, elles n'ont plus le niveau de productivité qu'elles avaient au départ. Tu vois. Bon, après, je ne vais pas prendre tout le détail parce que là, ça ferait une liste trop longue. Les contrôles, donc redondance des contrôles. Oui, ça, alors, par contre, ça, le taylorisme, on est complètement infesté, si je puis dire. Parce que parfois, on fait des contrôles qui n'ont plus de justification. Parce que les moyens de production ont changé. Par exemple, avec une machine à commande numérique, un usinage à commande numérique, ben, c'est plus très utile de multiplier les contrôles, puisqu'en fait, on maîtrise quand même assez bien le processus, ce qui fait que la répétabilité nous donne... donc là, je vous renvoie aussi Sigma, hein, qui mesure très bien ce genre de choses. Si vous avez des séries très importantes de pièces à effectuer, ben, en fait, on voit que la disparité, la, la dérive, si vous voulez, est relativement faible. Donc, on peut diminuer le nombre de contrôles que l'on doit effectuer. Ce qui n'était pas forcément le cas avec des machines, disons, plus classiques. Origine des mauvaises ergonomies, donc les moyens inadaptés, hein, tout simplement. Donc, mauvaise hauteur, par exemple, mauvais éclairage, etc., etc. Ça va. Ce qui, entre parenthèses, donne des conditions de travail parfois compliquées pour le ou les personnels, donc des problèmes de dos, des problèmes de tennis elbow, enfin ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut veiller, évidemment. Alors les formations de mauvaise utilisation par manque de connaissances. Donc par exemple, bon, il y a beaucoup de formations maintenant sur les TMS, par exemple, hein, les troubles musculo-squelettiques. Donc on en revient un peu à l'ergonomie. Enfin voilà, donc ça joue sur la sécurité, etc. Alors ici, quand je dis formation, ça ne veut pas dire partir en formation, avoir un beau papier et puis c'est tout, hein. Ici, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les bonnes pratiques, c'est vraiment euh, on fait une formation, et il faut que cette formation soit assimilée par le personnel. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ça aussi, c'est un gaspillage. C'est pour ça qu'il est dans les gaspillages, hein. Ça va.
Organisation, donc mauvaise affectation des salariés au poste de travail. Donc les salariés qui n'ont pas la dextérité nécessaire, par exemple. Donc, par contre, ça, c'est des choses qu'il faut vérifier petit à petit, ou la motivation au travail, ce genre de choses. Les attentes, donc des rythmes différents. Bon, là, je ne reviens pas là-dessus, hein, on en a parlé. Les aléas, donc, alors les pannes machines. Alors, ici, je vous ai fait un classement avec, en mettant chaque fois un titre et puis ce qui peut arriver. Mais en fait, si vous regardez bien l'ensemble, vous allez voir que les gaspillages sont reliés les uns avec les autres. Ça va. Donc, si vous avez les fameux stocks tampons, ça veut peut-être dire que vos machines ne sont pas entretenues correctement. Ça va. Ou que la maintenance n'a pas les moyens pour entretenir. Ou qu'on fait sous-traiter la maintenance et donc on n'a pas la disponibilité parce qu'on n'a pas la main mise sur la disponibilité des sous-traitants pour venir entretenir les machines. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de problèmes comme ça, des problèmes financiers qui peuvent venir se greffer dessus, etc. etc. D'où toujours avoir, un, les risques, deux, les plans B pour pallier à ces risques. Organisation, attente d'information et de décision, origine des non-conformités, donc les moyens adaptés, voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus pour pas faire une vidéo trop longue qui est déjà relativement longue. Alors, organisation, information erronée ou incomplète, donc ça tout ce que je vous cite là, ce sont des choses qu'on constate dans certaines entreprises. Évidemment, sur les chaînes de production, plus le produit n'est pas standard, donc si vous fabriquez, je sais pas moi, des boîtes d'allumettes, si vous fabriquez des boîtes d'allumettes avec toujours la même dimension, le même nombre d'allumettes et le même emballage, on va dire, évidemment que là, c'est beaucoup plus facile à faire et vous aurez moins de difficultés. Mais si vous commencez à faire des allumettes de tailles différentes, avec des emballages différents, avec des quantités différentes, là, vous multipliez les problèmes. Et donc, ça demande une organisation extrêmement disciplinée, rigoureuse. Ça va. Et là, dans ce cas-là, les informations peuvent, comment dire, euh, être erronées dans le sens où il peut y avoir des malentendus, par exemple, de faire une commande avec tel type et puis c'était pas tel type. Hein, il y a des problèmes commerciaux aussi qui peuvent venir se greffer avec des avenants à une commande, donc qui n'ont rien à voir avec la production, mais qui vont changer, par exemple, les lots, tout simplement, c'est-à-dire l'emballage final. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Origine des idées fausses, alors ça c'est très important, c'est les conceptions inadaptées. Donc là, il est parfois nécessaire d'avoir dans l'entreprise un changement de mentalité. C'est ce que j'ai dit tout au début de cette vidéo, et c'est ici que ça va se concrétiser, et ça c'est un gaspillage extrêmement important. Je vous donne un exemple concret aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est avec le télétravail. Le télétravail existe depuis les années 90 à peu près, notamment aux États-Unis. Et ce qui se passe, c'est qu'encore aujourd'hui, il est difficile de, comment dire, j'allais dire de faire admettre, mais ce n'est pas le terme exact, mais il est difficile pour la hiérarchie d'accepter que les personnes puissent travailler de chez elles. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui que l'avenir est le fait que les gens vont travailler à partir de chez eux. Certes, il existe des problèmes de sécurité, comment dirais-je, de transmission d'informations, de souplesse en termes de réactivité, etc. Mais en fait, c'est ce que j'ai dit au début, ce ne sont que des problèmes qu'il faut résoudre. Et si on veut être en avance par rapport à tout le monde, ben, il ne faut pas les refuser. Il faut simplement accepter d'avoir ces problèmes et de trouver des solutions qui font que ça puisse fonctionner. Et à ce moment-là, ben, on a un temps d'avance sur toute la concurrence. Ça va. Parce que vous augmentez le confort de votre personnel, vous diminuez les frais, par exemple, les frais de bureau. Hein, si vous avez je sais pas, vous êtes une agence d'assurance, par exemple, eh ben, si vous faites travailler vos agents à partir de chez eux, alors ils ne sont pas obligés de travailler toute la semaine, hein, peut-être, hein, ben, ou une fois par mois, ils viennent en réunion, quoi, juste pour refaire un point, ou une fois par an, ça dépend un peu. Mais ils peuvent travailler de chez eux. Et donc, bah, la surface occupée en termes de bureau, bah, vous pouvez la réduire par 4 ou par 5, ce qui fait des frais extrêmement importants en moins. Puisque vous allez vous retrouver, donc si vous avez 50 personnes, vous allez vous retrouver avec 10 personnes en continu. Et donc, les infrastructures pour 50 ou pour 10, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent, quoi.
Ça va. Et en termes de frais de fonctionnement, ça fait diminuer de façon notable les frais de fonctionnement. Ça va. Et tout le monde, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, l'entreprise gagne parce que bon, elle paye moins de charges en termes de chauffage, en termes vous allez dire des bêtises, mais bah, les toilettes, par exemple, qu'il faut, ou des vestiaires, s'il faut des vestiaires, enfin, ce genre de choses. Et tout ça est diminué. Ce qui fait que, en fait, le salarié, lui, il gagne parce qu'il va gagner dans le temps de transport. Donc, si vous avez un salarié qui a des meilleures conditions de travail, ben, il sera plus, comment dirais-je, disponible pour pouvoir travailler. Hein, il ne va pas perdre son temps avec 1 heure de transport. On considère que c'est à peu près 2 heures de transport dans la région parisienne, quoi. Hein, donc, entre les gens qui font les navettes, quoi. Donc, ça fait 2 heures. Donc, s'ils font 7 heures de travail, ça leur fait 9 heures, en fait, de travail, quoi. Hein, et 9 fois 5, ça fait 45 heures où ils sont occupés pour leur travail. Et avec 2 heures en valeur non ajoutée, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc cette réflexion de valeur non ajoutée, ça ne s'arrête pas pour le client. Hein. Quand vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, votre client aussi, quelque part, c'est votre salarié. Ça va. Et idem pour le salarié. Son client, c'est son patron. Hein, c'est un échange, si vous voulez. D'accord. Voilà, alors, utilisation des ressources, donc habitude d'utilisation des ressources, conception de la possibilité. Donc c'est toujours une question d'état d'esprit. Hein. C'est vraiment fondamental si vous voulez appliquer le Lean, quoi. Si vous n'avez pas cette disponibilité d'esprit, c'est compliqué, on va dire. Donc, vous pouvez l'appliquer encore une fois, mais vous allez l'appliquer à 50%. Hein. Ouais, habitude de fonctionnement, donc sous-évaluation, origine de l'avance de production, bon voilà, peur de manquer. Donc ça aussi, hein, donc les peurs, peur de manquer, peur d'entreprendre, peur de faire des projets, peur d'utiliser un nouvel outil, enfin je sais pas, la peur est quelque chose qui ne doit pas exister dans une entreprise, quoi, d'accord. Ou alors ça s'appelle plus entreprise, ça s'appelle je sais pas quoi, moi, association ou ce que vous voulez, mais pas entreprise. Entreprise par définition c'est un projet et un projet il y a des risques. Point à la ligne. Donc, si vous commencez à faire des trucs où il n'y a pas de risque, c'est que vous n'êtes pas dans une entreprise, quoi. Hein, vous êtes dans une administration. Encore que. Alors, organisation, habitude de travail, etc. Donc, pas adéquat. Alors, le projet Lean, passer du flux poussé à un flux tiré. Donc, le flux poussé, flux tiré, je vous renvoie à mes vidéos qui concernent la gestion de production. Donc là, si je reprends une entreprise classique, en fait, ce qu'on va mettre en place, c'est donc la fameuse VSM, donc la Value Stream Mapping. Et on va parler de Gemba Walk. Donc ça c'est, alors ici ça c'est bien le Gemba Walk parce que c'est comment dire, c'est un néologisme où on a regroupé deux tendances, deux concepts. Walk, donc c'est un terme anglais, donc marcher, se promener quoi. Et Gemba, c'est aller sur le terrain, d'accord. Et en fait, Gemba c'est un mot japonais et Walk c'est un terme anglais. Donc en fait ici vous avez une espèce de fusion entre les deux concepts d'approche en termes de gestion de production. Donc là, la première phase, c'est de visualiser ce qui existe. Donc là, on a un processus de production de voitures, donc classique. Et donc, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va parcourir tout ce flux-là. Donc le fameux Gemba Walk, on va aller sur le terrain et on va aller, euh, comment dire, euh, non pas mesurer, mais plutôt observer et noter, très important. Donc on note tout ce qui nous semble un peu bizarre, particulier, etc., etc. Sans véritablement déranger les personnels qui sont sur le travail. Ça, c'est la première étape. Enfin, ça, c'est la première étape que moi, je préconise de faire. Ce que vous avez inscrit sur cette dia, c'est ce qu'on préconise de faire d'une manière, disons, théorique. Et donc, dans la deuxième phase, vous refaites ce cheminement en allant voir les personnes sur les postes de travail et vous leur posez la question de savoir s'ils rencontrent eux-mêmes des problèmes et vous prenez note de ces problèmes-là. Donc là, je suis parti. Donc il y a deux possibilités. Soit vous partez d'ici, donc ici ce sont les fournisseurs. Hop là, je vais revenir à la précédente, voilà. Ici ce sont les fournisseurs, voilà. Et là, donc vous avez ici les clients. Donc vous pouvez partir donc, dans le sens qu'on a vu tout à l'heure, ou vous pouvez partir de ce sens-là et remonter la chaîne. Donc ça, et vous pouvez même le faire deux, trois fois. Parce qu'une seule fois, ce ne sera pas suffisant. Vous allez passer à côté de comment dirais-je, d'observations qui ne vous auront pas sauté aux yeux. Et plus vous êtes nouveau, mieux c'est. Ça va. Pourquoi? Parce que
que si vous êtes un ancien dans la boîte, certes, vous connaissez tout, mais il y a plus rien qui va vous frapper, quoi. Il n'y a plus rien qui va vous étonner, en fait. Ça va? Voilà. Et alors, cette VSM, ben, on la représente de façon symbolique. Donc, on a toutes sortes de symboles, où là, on va reprendre en fait tout ce qui se fait sur la chaîne de production. Et c'est là où est le danger, en fait, parce que là, on retrouve en fait des éléments, donc, comme ici, par exemple, le TRS, hein, qui fait partie, en plus, disons, d'un système plutôt tayloriste, hein, euh, donc qui fait partie du MRP, MRP2, donc le taux de rendement synthétique. Donc, on commence à mettre des chiffres, etc. Il faut, hein, attention, hein, j'ai pas dit qu'il fallait pas en mettre, mais il faut faire très attention à ces indicateurs. Il faut les prendre pour des indicateurs, il faut pas les prendre pour une espèce de vérité absolue. C'est pour ça que la vision de terrain est extrêmement importante. Donc, bref, cette VSM, on va la représenter de façon symbolique pour avoir un état des lieux, et ensuite, on va entrevoir des modifications, mais en tenant compte de toutes les observations qu'on a faites précédemment, donc dans le fameux Game Walk, et on va redessiner en fait tout ce flux-là avec les symboles, en modifiant bien évidemment tous les indicateurs avec les améliorations que l'on aura fait. Et c'est le projet Lean en fait, c'est ce qu'on va avoir sur la prochaine vidéo. Voilà. Donc la vidéo est un peu longue, voire très très longue, mais je pense que ce sont des éléments dans le Lean qui n'apparaissent pas forcément toujours dans ce qu'on vous propose comme base du Lean. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous retrouver sur la vidéo numéro 2 qui va parler du projet Lean en lui-même. Merci.